Bonjour à vous. Aujourd'hui, le cours va porter sur les sophistes. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit plus court que les autres. J'ai remarqué que la dernière capsule a été vue pas mal moins que les autres, donc je vais essayer de rendre ça moins long, plus dynamique peut-être, pour faire en sorte que vous ayez la motivation de regarder les capsules. Parce que je comprends que vous êtes en fin de session, puis que ça fait un bout, puis que vous avez moins de motivation, il fait beau dehors, etc. Même si vous pouvez sortir après 8 heures. Bref, je vais essayer de rendre ça plus court et plus dynamique. Aujourd'hui, le cours porte sur les sophistes, non pas les. Je pense que je l'ai dit là. Non, je vais le dire plus tard. Je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu à date. On a vu plutôt dans la session, c'est qu'un sophisme, une erreur de raisonnement, donc appel à l'autorité, appel à la tradition, attaque contre la personne, etc. C'est une erreur de raisonnement, une manière d'argumenter qui est fallacieuse, erronée. Les sophistes, ce n'est pas les sophistes, c'est deux choses. Les sophistes sont un groupe d'individus qu'on peut étudier. Le mot sophisme vient du groupe les sophistes, mais il ne faut pas mélanger les deux, c'est pas la même chose. La question de la distinction finale serait quelque chose comme: pouvons-nous connaître objectivement la réalité ou est-ce que toutes les opinions se valent? Donc, ça, c'est un rappel, je vous le dis souvent, mais voilà. Platon défend qu'on peut connaître objectivement la réalité, que toutes les opinions ne se valent pas. Il pense que la vérité est que les objets dans le monde empirique sont les apparences de ce qui existe vraiment, donc les idées ou les formes des objets. Mais ça, j'ai déjà dit ça au dernier cours, dans la dernière capsule, donc c'est vraiment la répétition. Puis évidemment, là, si maintenant dans la dissertation, vous défendez que oui, on peut connaître objectivement la réalité, mais que vous trouvez la théorie de Platon bizarre, un peu cette théorie des idées, vous n'êtes pas obligé de défendre la théorie de Platon dans votre argument, dans votre dissertation. Vous pouvez défendre votre propre argument. L'idée, c'est pas de défendre exactement ce que dit Platon. On peut tout à fait défendre qu'il existe une réalité objective ou bien que les opinions ne se valent pas, que toutes les opinions ne se valent pas, sans défendre la théorie des idées de Platon, ça va de soi. Donc, les sophistes, qui sont-ils? Ce sont des penseurs grecs qui ont vécu en général en même temps que Platon. Donc, c'est comme un groupe de penseurs grecs. On a vu les présocratiques, qui est un groupe de penseurs grecs. Les sophistes, c'est un autre groupe de penseurs grecs. Ce sont des penseurs qui ont retenu l'attention par l'appartenance à la catégorie sophiste. Qui ont plus retenu. Dans le fond, c'est ça. Ce sont des auteurs qui, généralement, ont assez peu écrit ou dont on a assez peu de traces parce qu'on pense que probablement que plusieurs sophistes ont écrit beaucoup de choses, mais dont on n'a plus les traces. Donc voilà, la postérité ou le fait qu'on les connaisse aujourd'hui, c'est par le fait qu'ils sont entrés dans la catégorie sophiste, c'est Platon qui les a mis là. Les sophistes les plus célèbres sont Protagoras, Gorgias, Critias, Antiphon, Xéniade et Lycophron. Évidemment, vous n'avez pas besoin de retenir ces noms-là, à part Protagoras, mais on va en parler un peu plus dans le reste du cours, donc c'est pour ça que vous allez probablement le retenir, mais les autres, vous n'avez pas besoin de vous rappeler des noms, c'est pas important, je vais juste faire une petite liste comme ça. Ce que j'ai dit, si on a assez peu de fragments de leurs écrits, c'est comme les présocratiques, c'est par voie indirecte qu'on a accès à leur pensée, donc c'est d'autres auteurs qui parlent des sophistes. Et ça, dans le sens, mais là, on va se poser la question intéressante, c'est qui sont-ils les sophistes? Pourquoi on dit ces penseurs qui sont des sophistes? Alors, qu'est-ce que ça veut dire sophiste? Pourquoi est-ce qu'on leur donne ce titre? Voici les critères qu'il faut avoir pour être considéré comme être un sophiste. D'abord, il faut être un enseignant. Et c'est intéressant parce que nous autres, on prend pour acquis que l'enseignement existe depuis toujours, que c'est une réalité, que c'est un prof, c'est une job, puis qu'aller à l'école, mais c'était pas forcément le cas. Là, vous aurez... En Grèce antique, ça n'allait pas de soi que les jeunes allaient à l'école, puis qu'il y avait comme un système public d'éducation, pas du tout. Là. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson Sacré Charlemagne, là, qui a eu cette idée folle d'inventer l'école, c'est Sacré Charlemagne, Sacré Charlemagne. Ça, c'était un cadeau pour vous tous, en passant. Ma magnifique voix, mais c'est la Sacré Charlemagne, je pense que c'est France Gall qui chante ça. Suppose que Charlemagne a inventé l'école. Charlemagne, c'est une figure du Moyen-Âge. Je ne sais pas exactement la date à laquelle Charlemagne a vécu, mais genre, je sais pas, c'est comme 6, 7, 8, 900 après Jésus-Christ. Donc, on suppose que c'est Charlemagne qui a inventé l'école, puis c'est comme 1000 ans après qu'en Grèce antique, il vivait. Donc, il y avait un enseignement, mais ce n'était pas un enseignement public. Ce n'était pas un enseignement que tous les jeunes, auquel tous les jeunes assistaient. Être un enseignant, c'est déjà novateur comme profession. Ensuite, il fallait être rémunéré pour son enseignement. Donc, il ne fallait pas juste enseigner de manière gratuite. Donc, par exemple, moi, à date, je serais un sophiste à date. Selon les critères. Malgré que je ne suis pas en Grèce antique, parce que je ne peux pas cadrer dans ces critères-là parce que je ne suis pas en Grèce antique, mais bref. Il faut être un enseignant pour être rémunéré pour son enseignement,
être mobile. Ça, je sais pas pourquoi, mais apparemment, c'est un critère vraiment important pour les sophistes. C'est les enseignants un peu nomades qui ne restaient pas à un seul endroit, mais qui se promenaient un peu partout en Grèce antique pour dispenser leur enseignement à qui veut bien les payer. Donc, apparemment, c'est un critère important pour les sophistes. Et là, c'est le 4 qui est important. Le sujet de leur enseignement peut être varié, mais tous les sophistes partagent le fait qu'ils enseignent la rhétorique. Donc, on se rappelle la rhétorique, on l'a déjà vu. Je ne sais pas si c'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais en tout cas, on a déjà vu la rhétorique. C'est l'art d'enseigner comment être convaincant ou l'art sur la forme du discours et non pas sur le contenu du discours. Les sophistes avaient tous en commun le fait qu'ils parlaient de la rhétorique. Peut-être qu'ils parlaient d'autres choses des fois. Il y a différents sophistes qui parlent de différentes choses, je suppose, mais ils ont tous la prétention d'apprendre à leurs étudiants, en échange d'un salaire, comment bien parler, comment bien présenter les informations pour que ce qu'ils disent soit convaincant et qu'ils réussissent à atteindre leur public d'une certaine façon. Et ça, on se rappelle que Platon a un problème avec ça, parce que Platon dit, on s'en fout de la rhétorique, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. On ne devrait pas s'intéresser à comment présenter l'information, on devrait juste présenter l'information qu'on juge qui est vraie, expliquer les raisons pour lesquelles on pense que c'est vrai, avec aucun égard à la manière que cette information est présentée. La rhétorique est donc inutile et sert à corrompre les esprits en contournant la vérité et en s'intéressant plus à la manière dont on présente une information ou un argument qu'à la vérité de cette information ou cet argument-là. Donc, Platon est très contre cette idée-là. Aujourd'hui, quand je parle d'un sophisme, ça a une connotation péjorative. Je veux dire, ça veut dire que c'est une erreur de raisonnement. Quelqu'un qui fait un sophisme, je ne veux pas faire un sophisme, c'est comme si je dis que tu fais un sophisme, tu te trompes. Mais en Grèce antique, le mot sophiste n'avait pas vraiment cette connotation péjorative. C'est vraiment parce que Platon, dans ses écrits, a constamment bâché les sophistes, puis a constamment expliqué que les sophistes ne devraient pas exister, puis que leur enseignement, c'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment par Platon que le mot sophiste, ben, je sais pas, parce que c'est pas le mot sophiste, mais tu sais, le Sophie, que ce soit ste ou meul, c'est dans les cas que le terme sophiste a eu une mauvaise réputation, là, parce que ça a la même famille, la même cause, là, sophisme, sophiste. Fait que c'est un peu le même mot, mais dit différemment, parce qu'un désigne les personnes, l'autre l'erreur de raisonnement. Mais bref, le fait que c'est péjoratif, ça vient de Platon. Parce qu'en Grèce antique, a priori, c'était pas forcément négatif de considérer comme étant un sophiste. Les sophistes eux-mêmes, tout le fait disposés à dire qu'ils sont des sophistes, ça les dérangeait pas vraiment. Donc la rhétorique, j'ai déjà expliqué c'est quoi la rhétorique. Un professeur de rhétorique va apprendre aux étudiants comment bien présenter leurs idées afin qu'elles soient élégantes, convaincantes. Il se concentre uniquement sur la forme. Ça, c'est un peu un rappel ou quoi que vous avez oublié. Mais je vais aller vite parce que j'en ai déjà parlé. Et Platon a une hantise profonde de la rhétorique. Il pense que la dialectique s'oppose catégoriquement à la rhétorique. C'est exactement ce que je vous ai dit il y a 30 secondes, il y a 1 minute dans la diapo précédente. Je ne vais pas me répéter. Si on pense que X est vrai et qu'on discute avec quelqu'un, ce qu'il faut faire est expliquer pourquoi on pense que X est vrai. Les réelles raisons. On s'en fout de la manière dont le discours est présenté. On s'en fout de convaincre son interlocuteur. C'est ce que j'ai dit tantôt, encore une fois. Il faut qu'on ne se concentre que sur la vérité. Quand on discute avec quelqu'un, la manière de présenter l'information est pas pertinente. Et là, j'ai un petit désaccord avec Platon là-dessus parce que, mettons, moi, je vous enseigne, OK? Et je me sers que de termes philosophiques très techniques parce que je pense qu'ils sont plus précis et qui permettent plus aisément de décrire la vérité. Ben là, ce qui se passe, c'est que vous comprenez rien de ce que je dis, puis c'est très stérile comme discussion. Même si je ne suis pas un enseignant, parce que si je fais juste discuter avec l'un de vous comme ça, de manière normale, autour d'un café, je ne sais pas trop, puis qu'on discutait d'un sujet philosophique quelconque. Même si je n'ai pas la job de vous enseigner puis que vous compreniez, là, si j'ai envie qu'on ait une discussion réelle, il faut que je m'assure que vous compreniez tous les concepts, il faut que je m'assure que la manière que je présente mon discours soit compréhensible pour vous puis que ce ne soit pas une discussion stérile puis qu'on puisse faire un échange d'idées. Donc, l'idée de complètement mettre de côté la manière qu'on présente les idées, je ne suis pas convaincu qu'elle soit si bonne, mais ça, c'est mon avis. Et donc, Platon étant la figure la plus célèbre de cette époque, son opinion des sophistes aura teinté la manière dont on perçoit les sophistes encore aujourd'hui. C'est ce que je dis depuis le début. Platon n'aime pas les sophistes, c'est un peu à cause de ça que les sophistes ont une mauvaise réputation. Peut-être aussi qu'il y a de bonnes raisons derrière les sophistes. Je veux dire, je te dis plus. Ici, je vais juste noter le fait empirique. La mauvaise réputation des sophistes est due à Platon. Peut-être que Platon a raison derrière les sophistes, puis que c'est justifié que les sophistes aient une mauvaise réputation. Voilà. On retourne aux sophistes. Donc, on a parlé de c'est quoi un sophiste en général, mais on n'a pas parlé de la philosophie des sophistes, c'est-à-dire leur pensée, ce qu'ils défendent, s'ils en ont une, parce que Platon ne pense pas que les sophistes sont des philosophes, mais on va voir si on peut extraire une philosophie de quelques sophistes. On ne peut certainement pas parler de la pensée des sophistes en général,
c'est le même principe que les présocratiques, parce que les sophistes, c'est pas une école philosophique, c'est pas des individus qui se regroupent entre eux, qui sont d'accord sur certains thèmes, puis qui en enseignent ensemble. C'est vraiment des gens qui se connaissent pas, qui ont juste en commun le fait qu'ils enseignent, qui sont payés pour leur enseignement, qui sont mobiles, puis qui enseignent la rhétorique. La rhétorique, c'est pas une pensée philosophique, c'est une méthode, c'est comme un autre champ scolaire. Encore aujourd'hui, il y a des cours de rhétorique qui se donnent, là. Fait que c'est comme une autre matière que la philosophie. C'est pas une pensée, là. Donc, on peut pas vraiment, on peut pas vraiment euh, les mettre en commun avec une école philosophique, comme par exemple l'Académie de Platon, qui, elle, est regroupée de penseurs qui adhèrent aux théories de Platon, donc ils vont penser que la réalité empirique est moins réelle que la réalité des idées, puis qu'un peu comme l'ombre d'un objet est moins vrai que l'objet lui-même, ben, l'objet lui-même est moins vrai que l'idée que l'objet représente. Donc, une école philosophique, c'est un regroupement d'individus qui partagent certaines thèses. Là, on peut pas dire ça des sophistes. C'est ce que je viens de dire. Exactement, je ne vais pas répéter. Donc, il faut prendre chacun des sophistes individuellement pour voir leur pensée, leur philosophie sous en une. Pour savoir si les différents sophistes ont une philosophie, il faut essayer de trouver les écrits qui nous restent d'eux, de voir ce que les autres auteurs grecs disent d'eux, puis voir si chacun des sophistes ont réellement une pensée. C'est ce qu'on va faire avec le sophiste le plus célèbre et important, Protagoras. Donc, pourquoi je parle des sophistes? Parce que c'est un cours de philosophie grecque, ce cours-là, d'une certaine façon, puis c'est bien que vous ayez des notions d'histoire de l'Antiquité. Vous sachez que les sophistes existaient et que Platon les critique beaucoup, mais ensuite, pas juste ça, parce que je pense que Protagoras est un philosophe, a défendu certaines positions de manière assez originale, et je voulais vous présenter ces positions-là parce qu'elles sont quand même, on peut s'en servir pour la dissertation finale parce que Protagoras défend l'inverse de Platon là-dessus. Et là, pour se demander si Protagoras est philosophe, je me demande c'est quoi être un philosophe? Donc, c'est ce que je viens de dire. Évidemment, c'est pas une réponse définitive. Tu as 20 millions de philosophes qui vont dire 20 millions de définitions différentes. Il n'y a pas une définition universelle. Et probablement que la définition de chaque philosophe va un peu avoir des biais dépendant du type de philosophie qu'eux-mêmes défendent. Donc, moi, je vais peut-être avoir un biais dans la manière que je vais définir la philosophie, mais voici comment je la définirais. Donc, un professeur qui n'enseigne que la rhétorique n'est certainement pas philosophe. Donc, s'il n'enseigne que ça, parce que c'est une matière différente, il faut chercher la vérité ou défendre par des arguments de conception du monde pour être philosophe. Donc, il faut d'abord chercher la vérité, c'est comme un présupposé de tout philosophe, chercher ce qui est véritablement et non pas l'apparence. Platon dit que les sophistes, eux, cherchent l'apparence parce qu'ils se contentent de se demander comment présenter l'information. Ils sont indifférents à savoir qu'est-ce qui est vraiment. Il va penser aussi que ceux qui ne s'intéressent qu'au monde matériel ou le monde empirique sont plutôt dans les apparences, ne sont pas vraiment philosophes. Donc, pour être philosophe, il faut chercher la vérité et défendre par des arguments honnêtes une conception du monde pour être philosophe. Il faut aussi accepter que si quelqu'un est en désaccord avec soi, on doit écouter ses arguments et si on veut soutenir notre position encore, répondre à ces arguments qui réfutent les nôtres. Donc, le philosophe cherche la vérité, considère les arguments des autres, argumente honnêtement avec les autres et ne sert pas de sophisme, d'erreur de raisonnement pour garder sa position alors que quelqu'un d'autre a un meilleur argument que lui. C'est vraiment ça, être philosophe, défendre une théorie sur le monde et être honnête au niveau de la vérité. Et là, c'est un point ultra important. On peut être philosophe et avoir tort. Deux personnes qui disent X et non X. X et non X, ça veut dire une chose et son contraire. Mettons, moi que je défends l'avortement est moralement correct et que quelqu'un d'autre défend l'avortement est immoral. C'est possible que moi et l'autre philosophe soient quand même philosophes, même si on défend une chose et son contraire. Ça suppose donc que si je défends une chose et l'autre son contraire, donc moi que l'avortement c'est moralement correct et lui que l'avortement c'est moralement incorrect, ça suppose qu'un des deux a tort parce que c'est une chose et son contraire. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Mais malgré le fait qu'un des deux a tort, les deux peuvent tout à fait être philosophes. Donc voilà, le fait d'avoir tort n'est pas une raison pour dire qu'on n'est pas philosophe. J'ai l'impression que Platon, parce qu'il pense que les sophistes ont tort, du moins que Protagoras a tort, il dit qu'il n'est pas philosophe. Alors que Protagoras défend quand même une position, je pense, qui fait qu'il devrait être considéré comme étant philosophe. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce qu'est la réalité, qui ne défend pas des positions argumentées sur ce qui est, c'est pas un philosophe. Donc, quelqu'un
Quelqu'un qui fait juste enseigner la rhétorique, mais qui ne s'intéresse pas à c'est quoi qui existe vraiment, à c'est quoi la vérité du monde, bien évidemment, ce ne sera pas un philosophe. Mais pour Protagoras, je ne pense pas qu'il entre dans cette catégorie. Sur nos sophistes, si on se fie à Platon, aucun sophiste n'est philosophe. Crime, je me répète pas mal, je suis bon, je m'anticipe moi-même. Il faut même opposer les sophistes aux philosophes. Selon Platon, les sophistes sont indifférents à la vérité, enseignent des choses sans les connaître. Il faut passer l'apparence à savoir ce que sont les choses véritablement. Il faut combattre les sophistes et remplacer leur enseignement par la philosophie. Le fait que les sophistes demandent de l'argent pour leur enseignement, ça dérange aussi beaucoup Platon. Parce que Platon, c'est l'élève de Socrate et son maître Socrate est connu comme étant une personne qui déambulait dans les rues d'Athènes, dans l'agora d'Athènes, et qui discutait avec n'importe qui de sujets philosophiques sans rien demander. Fait que le but de Socrate, c'était purement de découvrir la vérité. C'est le genre de curiosité intellectuelle pure, si on veut, d'une façon, comme Socrate qui marche. Il demande à quelqu'un, donc, cher Protagoras, toi qui penses ci, ça, je pense que tu prétends savoir quelque chose, puis tu vas me dire un peu plus. Oui, d'accord, c'est intéressant, mais il y a telle objection possible. Là, il dit, puis le Protagoras répond, une recherche de vérité non intéressée, pas pour l'argent, mais pour le savoir pur. C'est un peu un idéal que Platon valorisait beaucoup, puis le fait que les sophistes, eux, enseignent la rhétorique, donc la forme du discours, comment rendre un discours élégant, convaincant, plutôt que qu'est-ce qui est vrai, ça le dérangeait. Et en plus, le fait qu'ils faisaient payer pour ça, non, qu'ils ne faisaient pas ça par pure passion, par pure curiosité intellectuelle, le dérangeait aussi. Souvent, les dialogues de Platon vont mettre en scène un dialogue entre Socrate et un sophiste. Le Protagoras, c'est le nom d'un livre de Platon. Le Gorgias aussi, ce sont deux sophistes. Et il y a littéralement un livre complet qui sont dédiés à chacun d'eux, où Socrate dialogue avec eux et discute et argumente sur différents sujets. Et vous vous rappelez, au cas que certains l'oublient, les dialogues de Platon, ça marche toujours parce que généralement, c'est Socrate qui parle et il y a un interlocuteur qui répond. C'est comme, un peu comme les Critons. Tu as Socrate Criton, ben dans ce jeu, c'est Socrate Protagoras et Socrate Gorgias, qui sont deux sophistes. Dans le Gorgias, c'est un super bon dialogue. Si vous avez aimé le Criton, je vous le conseille. Le Gorgias, il est quand même accessible. Le débat porte sur la valeur de la rhétorique. Gorgias défendant la rhétorique, Socrate accusant la rhétorique d'éloigner les gens de la recherche de la vérité. Donc voilà, dans ce dialogue-là, c'est un super bon dialogue où Socrate fait comme avouer à Gorgias que la rhétorique n'a pas vraiment de contenu, que Gorgias prétend savoir quelque chose. Parce qu'enseigner, quand tu enseignes, tu présupposes prétendre savoir quelque chose, c'est-à-dire que si tu n'avais rien, tu n'aurais rien à enseigner aux autres. Et la stratégie de Socrate dans le Gorgias, c'est de défendre que Gorgias ne sait pas grand-chose, donc il ne devrait pas enseigner, parce qu'enseigner suppose savoir des choses. Puis Gorgias, ça essaie de dire non, j'apprends aux gens comment bien parler, mais le Socrate finit par dire que bien parler n'est pas un savoir, puis c'est rien, puis c'est un peu ça le dialogue. Ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Mais je vais le relire quand même au cas où j'ai oublié quelque chose. Socrate va finir par questionner le sophiste dans le fond des dialogues, sur ce qu'il enseigne, sur ce qu'il sait. Ça, c'est la méthode de réfutation. Donc, Socrate qui ne prétend pas savoir des choses, mais qui demande à son interlocuteur qui, lui, prétend savoir qu'est-ce qu'il sait. Le sophiste va être un long discours élégant, mais qui n'est pas clair au niveau du contenu. Socrate va finir par noter l'insuffisance de la rhétorique, qu'un enseignant qui ne parle de la forme et pas du contenu ne mérite pas de se faire payer, que le réel enseignement est de la vérité. C'est souvent ça dans les dialogues entre Socrate et les sophistes, malgré que le Protagoras, c'est un peu plus profond que ça, je crois. Donc, du point de vue de Platon, les sophistes ne défendent pas de position, ils ne sont donc pas philosophes. Mais rappelons-nous que les sophistes sont des penseurs distincts qui pensent probablement plein de choses différentes. Cela en dit plus en détail l'œuvre de Protagoras, dans laquelle on peut possiblement trouver une philosophie, n'en déplaise à Platon. Donc, Protagoras serait né en moins 940, environ en même temps que Socrate. Donc, Protagoras est plus vieux que Platon. Il est la génération de Socrate. Donc, la génération, mettons, il a l'âge du père de Platon, si on veut. Il a une vie remplie, étant mis de Périclès. Périclès, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est vraiment une figure historique super importante. C'était probablement l'homme politique le plus important dans la démocratie athénienne. Donc, super, super, super important. Il est dans Assassin's Creed Odyssey, c'est super. Bref, c'est l'homme politique le plus important d'Athènes à son apogée. Et puis, Protagoras, il a enseigné pendant 40 ans à qui voulait bien le payer. Donc, c'est vraiment le principe des sophistes. Il a enseigné à qui voulait bien le payer. Puis, dans le dialogue de Platon, le Protagoras, il y a déjà une petite mise en scène au début, comme dans le Criton, tu vois Criton qui rentre dans la prison. Mais là, c'est Socrate qui rencontre un de ses amis, puis qui veut aller chez Protagoras pour que Socrate veut convaincre Protagoras de prendre son ami comme élève. Et là, Socrate rentre chez Protagoras, et puis là, Protagoras a comme une foule de 15-20 personnes qui sont là juste parce qu'ils veulent suivre son enseignement. Et ensuite,
Socrate demande à Protagoras des questions, puis le dialogue argumenté commence. Protagoras y aurait écrit plusieurs ouvrages, les antilogies, les vérités ou les renversements, et donc c'est 3 œuvres, là, les antilogies 1, les vérités ou les renversements 2, sur les dieux 3. Mais comme je dis, on n'a pas accès à ces œuvres-là. C'est d'autres philosophes qui disent que c'est ce qu'a écrit Protagoras, mais non, on n'a pas ces œuvres-là, malheureusement. On peut quand même essayer de tirer une pensée des quelques fragments qu'on a de Protagoras et de ce qu'en disent des sources secondaires. Protagoras est célèbre pour 2 formulations. D'abord, l'homme est la mesure de toute chose, qu'on va analyser plus en détail dans la prochaine diapo, je pense, et nous ne pouvons rien savoir à propos des dieux, même s'ils existent. Ça, c'est aussi intéressant, puis on va en tirer dans les diapos qui suivent. Donc, c'est dur d'extraire une pensée d'extrait. Fait que là, j'admets que ce que je fais, c'est une hypothèse. Je ne prétends pas que ce que je vais présenter, c'est forcément la pensée de Protagoras, l'homme qui a existé il y a 2500 ans, 2390 ans, plus 2400 ans, bref. Je ne prétends pas que c'était ça exactement la pensée de Protagoras. J'ai fait une hypothèse sur considérant les extraits qu'on a et ce que les sources secondaires disent. Donc, voilà. On peut supposer que Protagoras défend une sorte de relativisme. Le relativisme, c'est une position philosophique intéressante que je vais définir bientôt. Pour défendre le relativisme, qui est une position philosophique, c'est pas juste la rhétorique, c'est une position philosophique, bref. Et c'est quoi le relativisme? La semaine prochaine, littéralement, à la fois la capsule et le cours en présentiel vont porter sur le relativisme. Donc, je vais le définir plus en détail la semaine prochaine, mais je vais vous le présenter ici, rapidement. Le relativisme, c'est la thèse d'après laquelle les différentes opinions se valent, que nous n'avons pas de moyen de trancher de manière objective entre les différentes opinions des gens. Donc, dans le fond, c'est que M. X défend que l'avortement est moralement correct, M. Y défend que l'avortement est moralement incorrect. Les deux ne sont pas d'accord. Ce que le relativiste va dire, c'est que les deux ont le droit de défendre leur position, les deux peuvent tout à fait penser qu'ils ont raison, mais qu'il n'y a pas de manière objective pour départager leurs opinions. Donc, un relativiste, c'est une personne qui pense qu'il n'y a pas de manière de départager les opinions, que les gens pensent des choses, que c'est correct qu'ils pensent des choses, mais que considérant le monde tel qu'il est, il n'y a pas de manière de départager l'opinion. Donc, c'est à peu près ça. La position de relativisme, disons, de manière générale, c'est ça. Et là, on voit qu'il y a différentes sortes de relativisme, puis il y a différentes manières d'aborder la question, mais de manière très générale, ce serait ça. C'est ce que je viens de dire. Là, on a différentes sortes, différents arguments pour les justifier. Puis, Protagoras, n'ayant que des fragments de Protagoras, on ne peut pas vraiment donner d'arguments à Protagoras pour dire comment il justifie son relativisme. C'est moi-même qui suppose qu'il est relativiste, donc difficile de vraiment trouver un argument là-dedans. Ce serait un peu malhonnête intellectuellement. La citation de l'homme et la mesure de toute chose semble indiquer que la réalité n'est pas la même pour tout le monde, n'est connaissable pour tous de la même manière. Donc, ça me dire que chaque personne, ayant son bagage, ayant sa conception du monde, va voir les choses différemment et que la réalité n'est pas la même pour tout le monde, puis que c'est correct que les gens la voient différemment. C'est un peu ça que ça présuppose, je pense, l'homme et la mesure de toute chose. Ouais, puis là, j'explique un peu pourquoi c'est difficile pour moi de faire la philo grecque et de l'enseigner, parce que, vous n'êtes pas des experts en philosophie. Parce qu'à l'université, ce qu'on fait quand on parle de philo grecque, on prend les extraits qu'on a, l'homme et la mesure de toute chose, par exemple, puis là, on extrapole sur différentes interprétations possibles. On va lire différents interprètes, genre tel auteur allemand du 20e siècle a interprété ça de telle manière parce qu'il pensait que ce mot en grec voulait dire telle chose. Et il dit ça en comparant avec une pièce de théâtre de Sophocle, qui est aussi écrit en grec, que dans ce contexte-là, c'est même que c'est ça que ce mot-là voulait dire. On fera pas ça au cégep, vous n'êtes pas des experts, c'est un peu trop poussé. Fait qu'il faut un peu dumb down la matière. Il faut un peu supposer des choses sur les philosophes grecs parce que c'est pas évident de savoir exactement c'est quoi leur pensée. Mais de l'autre côté, c'est plate de vous transmettre quelque chose dont je ne suis pas sûr de la vérité. Fait que j'essaie d'une genre de vision mitoyenne en disant que c'est une hypothèse que Protagoras est relativiste et sans lui prêter des arguments qu'il n'aurait pas. C'est un peu ma méthode. Tu sais, je fais une analogie, tu sais, les films historiques, peu importe ce que tu vois, genre Gladiator, qui est un classique qui a gagné l'Oscar avec Russell Crowe, Braveheart, un film de 94, super, qui a gagné l'Oscar aussi, super connu. Pensez à n'importe le film 3 avec Brad Pitt, que vous connaissez peut-être. J'ai toutes des références trop vieilles pour vous, malheureusement. J'ai pas de film historique récent en tête. Mais la plupart des films historiques que je connais ont le démérite de travestir la vérité historique des personnages pour rendre le film divertissant. Ce qui est correct parce que le public aime ça, mais moi, ça me dérange, ça. Je n'aime pas ça. C'est comme si la mémoire de la personne historique qui est représentée par le film était trahie parce qu'on n'a pas parce que les gens ont pensé
que cette personne-là incarnait, disons, le personnage du film incarnait la personne réelle, alors qu'en fait, c'est pas vrai. J'aime pas ça. Je pense qu'il y a une importance, dans la manière du possible, de parler des gens qui sont morts de manière correcte. De manière pas correcte dans le sens de les respecter, mais de manière qui représente la réalité. Et que sinon, c'est comme un peu si on acceptait le faux et que notre conception des gens était fausse puis c'est correct. T'sais, les gens morts sont pas capables de défendre qui ils étaient. Fait qu'il faut avoir un certain respect pour ça, puis pour que on connaisse la réalité avec le plus d'exactitude possible. Un autre exemple, un autre film qui a gagné le score du meilleur film, je pense en 82, 83, 84, peut-être 84, bref. Le film Amadeus, qui est un magnifique film, c'est un chef-d'œuvre de littérature qui parle de Mozart, mais qui est historiquement assez faux. Autant c'est un bon film, autant c'est dommage parce qu'il y a des gens qui voient Amadeus et qui ne font pas d'autres recherches sur Mozart, vont assumer que le personnage d'Amadeus, de Mozart dans le film Amadeus était le Mozart historique qui a existé, ce qui n'était pas le cas malheureusement. Mais pas malheureusement, mais ce qui est malheureux, c'est le fait qu'on pense que c'est ce que Mozart, c'est cette personne-là. Un peu sa mémoire n'est pas ternie. Parce que peut-être qu'on peut penser que la personne dans le film est meilleure que la réelle personne, mais c'est aussi un problème. Parce que là, on se voile la face pour ne pas voir le réel tel qu'il est ou il a été. Puis je valorise trop la vérité pour faire ça. Bref, je ne vais pas présenter une pensée d'un philosophe dont on a quelques fragments de manière parce qu'on pense que c'est à peu près ça. Non, j'aime mieux me baser sur ce qu'on a puis dire qu'on ne sait pas trop si on ne sait pas trop. Donc, Protagoras. Son agnosticisme, c'est son deuxième fragment, l'espèce qu'on ne peut pas connaître les dieux. Être agnostique, ça veut dire qu'on ne se prononce pas sur l'existence des dieux, c'est-à-dire que peut-être qu'ils existent, peut-être qu'ils n'existent pas, on ne le sait pas. Si on ne peut rien savoir sur les dieux, c'est probablement car l'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire que si moi je dis Dieu existe et que M. B dit ou que n'importe qui d'autre des fois que Dieu n'existe pas, on n'a pas de manière de trancher objectivement ce débat-là parce que c'est parce que l'homme est la mesure de toute chose. Fait qu'on ne sait pas. Peut-être que moi, je pense que des dieux existent, peut-être que toi, tu penses qu'ils n'existent pas. Il n'y a pas vraiment de manière de trancher ça. Il n'y a pas de vérité absolue qui dépasse l'opinion individuelle. Donc, disons que sa position que l'homme est la mesure de toute chose justifie son agnosticisme, je pense. Et là, je me répète ce que j'ai déjà dit. Et là, on peut se demander, est-ce que défendre le relativisme, est-ce que défendre le relativisme implique que c'est correct d'enseigner la rhétorique? Donc, dans le fond, c'est s'il n'y a pas vraiment de vérité objective dans le monde, c'est correct de juste montrer aux gens de comment être convaincant, puisque de toute façon, il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de vérité, montrons aux gens comment être convaincant, parce qu'il n'y a rien à trouver derrière. Est-ce que c'est correct de faire ça? Puis là, je vais donner une réponse disant que oui, c'est correct, et d'autres que c'est pas correct. D'abord, si on ne peut rien connaître objectivement, alors développons notre capacité à convaincre les autres, de toute manière, il n'y a pas de vérité. Par la voie de la dialectique, on ne peut pas arriver à une manière de trancher en deux opinions. Prenons pour acquis qu'on a raison et présentons de manière convaincante nos positions. S'il n'y a pas de vérité, alors c'est correct que je présente ma position, que je veuille défendre ma position de manière, que je force ma position, que je sois convaincant pour convaincre les autres, vu qu'il n'y a pas de vérité plus importante que ça de toute façon. Mais on pourrait dire d'autre part que la position correcte à prendre sur les relativistes n'est pas d'enseigner la rhétorique, mais de dire aux gens de suspendre leur jugement perpétuellement, de dire que, écoute, on ne peut pas connaître la vérité là-dessus, je ne sais pas, tu ne sais pas, j'ai mon opinion, tu as ton opinion, respect des opinions, puis on peut vraiment discuter de la vérité des choses. Ce serait une autre approche à la chose. Donc, c'est ça. L'autre chose serait d'amender, selon moi, avant toute proposition qu'on dit. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est de continuer à argumenter pour le relativisme, c'est-à-dire que si on pense que le relativisme est vrai, il faut qu'on donne des raisons qui justifient ça. Puis, quelqu'un ne peut pas être d'accord avec ça. Puis, quand on débat du relativisme, de la vérité du relativisme, alors là, on peut débattre et peut-être défendre une condition de la vérité. Bref. On verra ça plus en détail la semaine prochaine sur le relativisme, on le voit en détail. Cette comparaison de Protagoras et Platon, le cours est presque fini, là, me semble. La vérité. Pour Platon, connaissable par la raison de manière universelle, les concepts ont une signification universelle par le fait qu'ils sont les fameuses idées dont je parlais la semaine dernière. On peut trancher en deux opinions contradictoires. Celle qui se rapproche de l'idée de la chose décrite est vraie. Évidemment, ici, quand je dis les deux, il est possible que les deux aient tort. Mettons que moi, je dis que un lit, c'est quelque chose. L'autre personne dit qu'un lit, c'est autre chose. Puis dans les deux cas, ça ne représente en rien l'idée du lit, mais c'est possible que les deux aient tort. Mais bref, quand on dit quelque chose, plus ça se rapproche de l'idée de la chose, plus c'est vrai pour Platon. Pour Protagoras, selon mon hypothèse, c'est quoi il est relativiste. La vérité est relative à chacun. Il n'y a pas de réalité indépendante des humains que l'on peut tous saisir. Il n'y a pas de manière de trancher entre deux opinions contradictoires. Donc, résumé,
Ça, je vais pas le redire, là, vous pouvez le voir par vous-même. Et les prochains cours, donc peut-être un petit topo de ce qu'on va voir dans les prochains cours. Aujourd'hui, c'est plutôt historique comme cours, parce qu'on a vu les sophismes. C'est le dernier cours historique. On est content, on va enfin pouvoir faire de la philosophie, rentrer dans les gros arguments. J'ai décidé de. C'est important de faire le tour de la philo, parce que c'est une des compétences que vous devez acquérir dans ce cours-là. Maintenant, on peut rentrer dans les arguments en eux-mêmes. C'est ça, on va finir sur l'histoire, on va rentrer dans les arguments dans les prochains cours. On verra le relativisme et le réalisme contemporain. Le réalisme, c'est la position après laquelle on peut connaître le monde objectivement. Fait que ça va comme être une réponse relativisme et réalisme. Puis vous allez pouvoir vous servir de ça pour votre dissert finale. Et avec tout cela, vous devriez avoir tous les éléments pour votre dissertation finale. J'arrête le partage. Je vous dis donc à vendredi et au revoir.